d'être là pour assister à cette conférence. On va avoir un format un petit peu particulier aujourd'hui, parce que l'objectif va être de partager des avis, des prises d'opinion autour du marketing et du business en B2B, avec des gens qui le font au quotidien. Et pour ça, j'accueille donc autour de cette table ronde, Pauline. Bonjour, donc je suis en charge du marketing chez TVH Consulting, qui est un éditeur et intégrateur des solutions ERP, BI, Microsoft et SAP. Alexis. Bonjour à tous, donc je suis Alexis Zaro, je suis en charge du marketing chez Inventa. On est un éditeur de solutions d'automatisation des conversations et notamment par le biais de solutions de chatbot. Et bonjour à tous, je m'appelle Romain Vinquel-Muller, je suis directeur du développement de l'entreprise Blueway. Je suis donc pour Blueway à la fois le directeur commercial et marketing de l'entreprise. Blueway étant un éditeur lyonnais d'une plateforme d'échange et d'intégration de données. Donc comme vous l'avez remarqué, c'est quand même assez orienté IT autour de la table. Pour ma part, je suis directeur associé au sein de MightyQuay. Donc on est une agence par les marketeurs de l'IT B2B, dans le sens où toutes les personnes qui travaillent chez MightyQuay ont travaillé par le passé au sein d'éditeurs, d'intégrateurs ou tout sociétés de conseil liés à l'IT. Et pour les marketeurs de l'IT B2B, tout simplement parce qu'on travaille uniquement pour des clients qui sont dans ces secteurs, donc éditeurs de logiciels, intégrateurs, ESN, sociétés de transformation en lien avec l'IT. Donc pour entrer dans le vif du sujet, comme on a un temps un petit peu chronométré, l'objectif qu'on a aujourd'hui autour de cette table ronde, c'est de se dire que la partie inbound marketing, c'est quelque chose, on le voit avec IMF, ça fait 3 ans que ça existe, et l'inbound marketing était déjà avant. La pratique, la théorie plutôt, est quelque chose qui est déjà bien appréhendé par les entreprises. C'est pas neuf. Les grands principes qui sont de dire qu'on est intéressant avant d'être intéressé, tout le monde l'a à peu près compris. Et donc la vraie difficulté, et en particulier dans les secteurs, dans le B2B, en particulier dans l'IT, c'est vraiment la manière dont on va le mettre en pratique dans son entreprise par rapport à ses propres cycles d'achat, par rapport à ses propres buyer persona, ou lorsque dans l'IT, par exemple, on s'adresse à des SI, des directions métiers, c'est pas du tout forcément la même problématique qu'en B2C, lorsqu'on est un e-commerçant de chaussures, par exemple. C'est quand même pas du tout les mêmes cycles d'achat. Et donc, il y a une vraie problématique de se dire comment est-ce qu'on va décliner une théorie de l'inbound marketing qui est quand même bien compris dans des cas vraiment très pratiques. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire cette table ronde, pour essayer de partager un petit peu des avis et des opinions de gens qui font le marketing au quotidien dans ces secteurs-là. Et donc pour la première question, où je vais faire un peu l'animateur autour de cette table ronde, c'est de se dire que justement cette mise en pratique et cette mise en œuvre est très importante. Et pour commencer, je vais m'adresser à toi, Romain. Alors, avec ton regard un petit peu business, avant de parler de mise en œuvre du marketing, ce qui est important, c'est de se dire quelle est la place qu'on attend du marketing dans l'entreprise, et donc avec ton regard business, quel est ton point de vue ? Effectivement, je m'excuse par avance pour tous les spécialistes et gens du marketing de la salle. Moi, je viens plutôt du commerce historiquement. J'embrasse les deux fonctions maintenant chez Blueway, mais j'ai une vision plutôt business orientée que marketing initialement. Et effectivement, quand on parle de marketing, avant de rentrer sur les bienfaits d'une stratégie inbound, de mon point de vue, il y a une étape zéro à considérer qui est de se questionner sur la place du marketing qu'on souhaite le décliner dans l'entreprise. À quoi doit servir le marketing dans l'entreprise ? La réponse n'est pas forcément si évidente que ça, en fonction de vos business, de vos industries, vous soyez dans du B2B, du B2C, de l'IT comme nous ou pas. Vous attendrez pas forcément les mêmes choses du marketing. Il y a un élément qui rejoint en toute logique un peu tout le monde, qui est de dire que le marketing doit servir à la lead gen. Notamment, c'est en général un facteur commun, mais c'est pas forcément le cas partout. Et ça vaut le coup de se poser en première intention d'abord, qu'est-ce que j'en attends de mon marketing, parce que de ça va découler les fondamentaux, les éléments structurants de la démarche marketing, qui sera nécessairement pluriannuelle, et notamment les indicateurs du pilotage de la fonction marketing, qui sont nécessaires, qui sont même indispensables, sinon on va faire du marketing pour se faire plaisir. Et c'est la vertu du marketing, en tout cas ce qu'un DIRCO peut en attendre et au-dessus, c'est que le marketing soit un vrai contributeur au business. Donc se poser les questions préalables, qu'est-ce que j'en attends, quels moyens je lui donne, sur quoi je le mesure, sur quoi je le pilote. Une fois que j'ai défini ça, ok, du coup pour atteindre ce but, quelle stratégie j'emploie, inbound, il y en a sûrement d'autres que je méconnais, mais la question zéro de mon point de vue, c'est là. C'est penser d'abord à la place du marketing avant de penser les méthodes qu'on met en place. Oui, et de foncer billes en tête sur l'inbound, c'est génial, c'est fantastique, ça a l'air d'être la clé de tout, peut-être, mais en tout cas au service de quoi ? Merci Romain. Et toi Alexis, quel est ton point de vue, toi plutôt sur la partie justement mise en œuvre en tant que directeur marketing ?
Ouais, chez Inventa, la place du marketing, c'est une question qu'on a mis du temps à élucider, puisqu'en fait, la fonction marketing, elle est née 4 ans après le démarrage de l'entreprise. Et en fait, on s'est posé beaucoup de questions, et au moment où je suis arrivé, finalement, on n'avait pas de fonction de marketing qui était matérialisée, mais bon, il y a quand même des choses qui se sont passées. Et en fait, on avait déjà une stratégie de contenu, on avait des choses qui existaient, qui marchaient pas forcément très bien parce qu'elles étaient écrites du coup par des gens qui étaient plutôt experts métiers et qui n'avaient pas forcément ce vernis marketing. Et en fait, je crois que le démarrage de notre stratégie inbound, ça a été la prise de conscience du fait que se faire accompagner, c'est important. On a gagné beaucoup de temps quand on a lancé la démarche de trouver une agence pour nous accompagner là-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'on a externalisé 100% de cette démarche-là, c'est plutôt qu'on a mis en place une collaboration assez saine finalement, avec une partie stratégique, vision externe qui nous accompagne au quotidien, et une production en interne, du coup, qui fait aussi appel à des experts métiers, toujours, puisque tout le contenu qu'on va produire, en fait, il est pour le coup pas non plus pris en charge 100% par le marketing, il est là aussi en collaboration avec des gens qui sont vraiment plongés dans ce qu'est notre métier au niveau même technique et technologique. Donc voilà, la mise en œuvre, ça a été justement cette histoire de collaboration entre des gens qui sont plutôt extérieurs, des gens qui sont plutôt marketing et des sachants métiers. Merci Alexis. Et toi, Pauline, c'est quelque chose qui s'est mis un peu par étapes? Alors chez TVH Consulting, du coup, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a d'abord regardé ce qu'il y avait comme existant au niveau du contenu. Donc on avait plutôt des livres blancs plutôt que voilà des blog posts qui pouvaient nous aider sur le référencement naturel. Et ce qu'on a fait rapidement, c'est recruter 3 personnes, donc télémarketing, pour aussi défricher la base parce que ça fait un moment qu'elle était dormante. Et on a fait en quelque sorte une bande marketing humain, c'est à travers les collaborateurs télésales qui du coup ont pu au téléphone et après en conclusion par mail envoyer les différents contenus qu'on avait à disposition chez nous. Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait déjà des trackers sur le site web qui existaient comme GetQuanti, et ce qui nous a permis en fait de voir l'intérêt que le contenu avait pour ses prospects, puisque du coup la plupart des appels, ces prospects revenaient sur notre site web pour aller en fait plus loin. Sauf que là, malheureusement, on n'avait pas assez de contenu au-delà de ces livres blancs historiques pour pouvoir les nourrir. Donc rapidement, on s'est posé la question de la refonte du site web, qui était déjà dans les tuyaux avant que j'arrive, ce qu'on a poursuivi, et on a en parallèle rencontré donc Magnetic Way, qui nous a alerté sur des fondamentaux du site web, et on a pu corriger ça avant de se lancer. Et en effet, pour lancer l'inbound marketing, on s'est fait accompagner du coup d'un expert comme Magnetic Way, qui pour nous était important parce qu'il avait cette casquette IT et la casquette sectorielle que nous, on recherchait, puisqu'on a des spécialités comme la pharma, l'agro, l'industrie, et que leur double compétence était nécessaire pour nous aider à identifier du coup les bons personas et le bon contenu pour avoir du contenu à valeur ajoutée que l'on pouvait après partager sur notre site web et à travers la priorité, comme je vous l'ai dit, les télémarketeurs dans un premier temps. Merci Pauline. Donc on parle pas mal de création de contenu. Et ce que nous on rencontre souvent quand on va commencer à auditer ou accompagner, ou en tout cas même en phase d'avant-vente, on se rend compte qu'il y a des sociétés qui ont commencé à investir depuis 1 an dans la création de contenu, et en fait finalement ça donne rien, parce qu'ils ont un peu créé des contenus à tout va, et on sait tous autour de la table que la stratégie de contenu, en fait, c'est pas créer du contenu à tout va, c'est déjà prendre du recul par rapport à ça. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on parle des formats qui peuvent être très diversifiés. On parle de livres blancs, on parle d'articles de blog. Maintenant, en fait, les formats type BD, type infographie, plus graphique, en fait, c'est aussi adapté des phases de nurturing. Donc, on va avoir des typologies de formats qui vont être très variées et adaptés plus ou moins bien à chaque étape du cycle vente et à chaque personne. Et donc, il y a un vrai enjeu qui va être de savoir quel type de contenu, pourquoi, et d'entamer en fait cette mise en place. Toi, Alexis, comment c'est quelque chose que tu as mis en place et que tu as piloté la partie création de contenu? Comment ça s'installe chez Inventa? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a des contributeurs en interne qui sont plutôt des experts métiers qui vont contribuer à créer du contenu. Alors nous, si on devait juste résumer de manière assez synthétique, en fait, tout ce qui va être plutôt lié à l'acquisition de trafic, donc essentiellement par le biais de notre blog, c'est plutôt géré en interne avec donc des rédacteurs et souvent des binômes de rédacteurs. Ça marche assez bien avec quelqu'un plutôt commercial marketing et un expert technique. Et puis on a tout ce qui va être lié à la génération de leads qu'on a plutôt externalisé
dans une logique de gagner en efficacité. Et là, on l'a confié du coup donc à Magnetic Way sur la partie e-book, la partie réalisation de vidéos, etc., qui sont des choses qui sont des contenus assez spécifiques et pour lesquels on a besoin d'avoir une production qui est timée et qui est efficace en termes de temps. Donc voilà, on joue un peu sur ces deux tableaux entre des choses plutôt en interne, plutôt en externe. Et encore une fois, le côté externalisation de la rédaction de contenu, ça ne veut pas dire aussi qu'on s'en occupe pas. C'est d'ailleurs ce qu'on apprécie beaucoup dans la collaboration avec Magnetic Way, c'est que simplement la rédaction de ce contenu, elle est précédée par des interviews de gens en interne, même de certains clients, de prospects par exemple, qui amènent du coup toute la cohérence et tout le fond finalement à ce contenu-là, qui n'est pas juste du contenu pour du contenu, quoi. Et on se rend compte là dans ce que tu dis qu'en fait la création de contenu dans le B2B en particulier dans la partie dans tout ce qui est lié à l'IT, on est quand même sur des domaines qui sont technologiquement assez complexes. Et donc la création de contenu est de mon point de vue plus compliquée en B2B que ce qu'on peut avoir en B2C sur la profondeur qu'on doit mettre dans les contenus. Toi Pauline sur la manière dont tu gères un petit peu cette création de contenu et la capacité que tu vas avoir à créer des contenus qui vont être qualitatifs par rapport à tes buyer personas. Comment est-ce que c'est quelque chose que sur le contenu, nous, du coup, en tant qu'intégrateur, on a la chance de récupérer les contenus des éditeurs, donc Microsoft et SAP. Après, tout l'enjeu va être en fait, d'étudier ces contenus et voir comment, avec les experts en interne, on va pouvoir avoir une vraie différenciation sur l'aspect technique, donc mise en place de la solution, sur des retours qu'on a de nos clients actuellement ou des futurs prospects, puisque du coup, le télémarketing nous remonte énormément aussi de questionnements de ces prospects, et donc d'adapter en fait les contenus que l'on va rédiger sur des cas concrets, quitte à mettre des citations de nos clients et des prospects potentiellement bien avancés avec leur accord, pour donner des réponses aux futurs prospects qui se posent ces questions-là techniquement sur la solution, comment je vais faire ça, le coût des licences, le sujet de la migration en ce moment pour beaucoup de sociétés qui ont un ERP anciennement Microsoft AX, SAP ECC6. Donc on essaye de concrétiser ces contenus avec nos experts pour une vraie valeur ajoutée différenciante. Ensuite, on a aussi, grâce à l'accompagnement, travaillé évidemment sur tous nos mots-clés, sur le positionnement SEO, et on avait fait un audit aussi au préalable auprès d'interviews clients et prospects et en interne, et on s'était rendu compte en effet que les prospects nous attendaient sur deux angles, l'angle métier, comme je vous disais, par rapport aux différents secteurs qu'on adresse, et l'angle IT, techno, tout ce qu'on peut apporter de notre connaissance métier et de ce qu'on a réalisé. À cela, du coup, on en a décliné des contenus. Donc, nos deux contenus historiques qui ont toujours bien fonctionné sur les livres blancs qu'on a remis au goût du jour. Puis aussi, on a fait aujourd'hui un livre blanc qu'on a en fait décliné en mode passeport. Donc, on en a vraiment fait un format A5, passeport, migration, pour répondre à ces problématiques de nos futurs prospects. Et pour faire le lien aussi avec la conférence Print Digital, que du coup on a imprimé en 2500 exemplaires et qu'on a envoyé à tous nos prospects qui avaient cette problématique de migration. On essaye de surfer en effet sur tous les différents canaux, mais aussi sur tous les différents formats. Et le fait qu'on soit du coup partenaire de ces éditeurs, ça nous permet aussi d'avoir, par exemple, des articles de blog. Donc on vient de rédiger un avec Microsoft sur justement eux ce qu'ils pensent du coup du sujet de la migration. Et comment nous, du coup, on répond aussi avec ces contenus. Merci Pauline. Je sais que toi, Romain, tu as un avis assez tranché sur la partie contenu, ou en tout cas sur les difficultés. C'est pas mon genre. Oui, effectivement, dans une stratégie d'inbound, le contenu est roi. Effectivement, on aura du mal à faire de l'inbound sans une bonne gestion des contenus. Toutefois, il y a un écueil à éviter, un piège dont il faut se méfier, c'est que la création de contenu peut être un puits sans fond. Puisque si on ne se pose pas les bonnes questions, on va perpétuellement vouloir en créer. Si on fait la jonction avec les sales, évidemment, en bon sales, à chaque fois qu'ils sortiront d'un rendez-vous prospect ou client, ils vous diront qu'ils ont eu l'idée du siècle et qu'il faut absolument créer pour demain un contenu qui soit un livre blanc, je ne sais quoi, parce que ça va leur rendre service. Donc ça peut très vite foisonner, cette création de contenu, et c'est problématique parce que, indépendamment des idées qu'il faudra trier, il y a la capacité d'exécution qui va vite se poser. En tout cas pour des petites boîtes à l'échelle d'un Blue Hen, on est une petite entreprise, puisque c'est quand même assez vite chronophage, assez vite lourd à faire, quels que soient les formats. Il y en a des plus légers que d'autres, on fera plus facilement une infographie ou un
texte qu'un livre blanc ou un avis d'expert de plusieurs pages, certes. Mais puisqu'il faut justement varier ces contenus, me dit-on, pour être efficace, s'agissant de ceux vraiment costauds, c'est très vite compliqué, parce que soit vous avez en interne les équipes pour les rédiger, mais il faudra quand même solliciter les sachants, lesquels sachants seront plus ou moins overbookés, en général ils le sont beaucoup. Dans des petites boutiques comme la mienne, on a les sachants, ils sont overbookés, reste à rédiger après les contenus, donc on passe par Magnetic Way qui le fait très bien, et heureusement. Toutefois, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Entre-temps, quand une idée apparaît, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la délivre nous-mêmes? Est-ce qu'on appelle Magnétique? Tiens, j'ai eu l'idée du siècle, annule tout et passe sur celle-là. Donc c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, il faut vraiment s'en méfier. Il y a un fondamental, évidemment, que j'ai pas reprécisé, mais c'est du bon sens. Hein. La première des choses, c'est de bien cibler les personnes à qui on va adresser ces contenus. Sinon, là, encore une fois, on se fait plaisir. Il faut être sûr que le livre blanc, pour prendre cet exemple dont tu parlais, Pauline, est-ce que le livre blanc pour la personne, le type de persona que je vise, est le bon type de document? Est-ce que sinon il consomme plutôt, lui, j'en sais rien, des avis d'experts, des infographies? Sur quel canal il consomme ses infos, lui, quand il recherche? Une fois qu'on a répondu à ces questions, on peut enclencher la stratégie de contenu, en prenant soin, encore une fois, de pas trop se faire plaisir et d'avoir des contenus qui soient le plus impactants possible pour les cibles. Donc de mon point de vue, une implication sales obligatoire pour ça. Merci Romain. Hop, est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. C'est pas grave, on va le faire en... On va prendre un petit... Merci. On va prendre un petit peu de recul. Et juste, moi, ça fait 15 ans, un peu plus, bon, je commence à vieillir, mais ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le marketing et dans l'IT. Et j'ai vraiment vécu une évolution. C'est souvent un secteur qui est un petit peu en décalage d'un point de vue marketing. Et entre il y a 15 ans et maintenant, il y a une vraie prise de poids du marketing au sein de la direction. Où on passait d'un marketing qui était plutôt le marketing communication il y a 15 ans, qui faisait un peu les salons, qui faisait des jolies brochures et qui était plutôt une sorte de support sales, à un marketing qui prend du poids dans l'entreprise, ou en tout cas qui a vocation à le faire. Je suis moi convaincu de ça personnellement. Mais cette prise de poids dans l'entreprise, ça passe en particulier par le rôle et le lien qu'il va faire dans l'apport d'opportunités, dans la participation au business de l'entreprise. Et ça passe aussi par la capacité qu'on va avoir à suivre et à prouver la valeur, les leads qui vont être générés, l'apport qu'on a pour le business. Donc le poids qu'on a, je pense, d'un point de vue marketeur dans B2B et dans l'IT par rapport au comité de direction et le poids qu'on peut prendre et les liens qu'on peut avoir avec la partie business, c'est vraiment lié à cet apport direct à la stratégie d'entreprise et à la partie business. Et donc toi, je vais repartir sur toi, Romain, comme on parle un petit peu de business. Comment est-ce que toi, tu as fait évoluer un petit peu la place du marketing au sein de Blueway dans ces dernières années? Elle a changé du tout au tout, en fait, à l'image des petites boutiques. Hein. Je pense qu'on n'était pas un cas exceptionnel. Donc moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 2017. Quand je suis arrivé sur la dimension marketing, on était sur une manière de faire du marketing plutôt à l'ancienne, je vais le dire comme ça, qui consistait en 2-3 fois par an. On achetait des gros fichiers, on collectait le max d'infos, on balançait 3 ou 4 gros mailings, donc, et puis en espérant qu'il y ait des téléchargeurs, des cliqueurs, que sais-je, et au moindre mec qui se manifestait parce qu'il avait eu le malheur de cliquer sur le mail ou quoi que ce soit, un ISR se jetait dessus pour l'appeler et lui demander tout de suite s'il avait un projet, et ce qui était évidemment très rarement le cas. Donc c'était, comme vous l'avez compris, très efficace comme technique. Donc on a convenu de prendre la chose autrement. Venant pas du marketing, j'avais pas ces notions, je connaissais pas le terme inbound marketing. Mais encore une fois par une approche pragmatique du bon sens, puisque tout n'est jamais que ça. On a convenu donc avec les collabs, le COMEX, on s'est dit ok, sur le marketing on est mauvais, il faut prendre le truc différemment. Positionnons-nous d'abord comme des experts de notre domaine, soyons fiers de la techno, faisons savoir qu'elle existe, la techno. On avait un déficit de notoriété très fort vis-à-vis de ça. Et donc arrêtons cette technique de diffusion et puis derrière d'espérer que ça clique. Donc en creusant ça, on bossait déjà avec Magnetic, en discutant avec Magnetic Way. Eux m'ont dit oui, ce que tu décris s'appelle l'inbound marketing pour ton information. Ça marche très bien, il y a plein de bonnes choses. Il y a toutefois des bonnes manières de le faire, de le prendre.
Donc ils ont défini pour nous la bonne séquence d'événements, la bonne chronologie pour prendre les choses dans l'ordre. Je l'ai évoqué précédemment, te mets pas à foisonner sur le contenu, pose-toi d'abord les bonnes questions, tu cibles qui, consomme quand, comment, et seulement après on lui créera le contenu qui est susceptible de l'intéresser. Et on en est donc venu là, on a recentré le rôle des ISR là-dessus. On avait des ISR des commerces sédentaires qui faisaient de l'appel à froid, qui n'en font plus pour le coup. J'ai externalisé cette partie-là chez des fournisseurs pour garder quand même cette corde-là à l'arc. Bref, et sur l'inbound, enfin sur la stratégie marketing, on s'est recentré de ce point de vue-là. Donc effectivement, ça a produit des résultats très vite, des bons résultats. Encore une fois, rien n'est magique. Et dans le cas d'un Blueway, c'était pas difficile vu qu'on était très mauvais. Voilà, notons-le quand même. Mais toutefois des résultats, ça y est, j'ai un pipe qui a grossi, j'ai eu beaucoup d'entrants, d'entrants bruts sur notre site web, avec beaucoup de déchets toutefois, c'est inhérent à ça, ça reste un truc que je dois calibrer pour essayer d'en avoir un peu moins. Mais beaucoup plus d'entrants, on a rodé le process derrière, classique d'un éditeur qui n'existait pas chez nous, qui consiste à dire, à segmenter le tunnel en fait, donc c'est d'abord un lead, tu le nurture, après c'est du MQL, du SQL, tu closes, etc. Tout ça n'existait pas, avec, une fois qu'on a fait ça, du coup, en se disant, ok, pour chaque type de population, dans ton cycle de vente, on va définir des contenus susceptibles de les intéresser. Un MQL attendra pas forcément le même type d'info qu'un lead brut ou quelqu'un qui est en train de nurturer depuis 3 ans. Donc il faut adapter pour chacun. Avec encore une fois tout de suite l'effet de bord que j'ai senti venir, sur lequel je reste vigilant tous les jours, qui est de dire, plus j'en parle, plus on m'explique qu'il faut créer du nouveau contenu, il nous en manque un, il te manque un livre blanc là-dessus, machin. On pourrait passer l'année en faire. Oui. Et toi, Alexis, plutôt sur sa vision marketing et sur la manière dont ça a pu évoluer un peu la performance ou la participation en quelque sorte aux objectifs de l'entreprise? Ouais, je me place un peu comme dans le cas de Romain. En fait, au moment où je suis arrivé dans l'entreprise, la fonction n'existait pas. Donc il a commencé par prendre sa place déjà. Donc ça, c'était déjà une belle évolution. Et puis il nous a forcé, le fait qu'on commence à s'intéresser à ces sujets marketing de manière plus approfondie, ça nous a aussi permis de nous poser pas mal de questions en termes de positionnement. Ça a mis en exergue des choses qui étaient même des sujets plutôt commerciaux et même de stratégie d'entreprise. Donc ça a lancé vraiment ces débats-là. Et puis je pense qu'il y a des réflexions intéressantes qui sont sorties de tout ça. Et puis d'un point de vue performance, évidemment, on générait quasiment pas de lead, forcément, puisqu'on avait très peu d'actions. Donc là, aujourd'hui, on est sur une stratégie qui nous amène un nombre très croissant de leads. Alors, on n'est pas encore sur des niveaux qui permettent à nos commerciaux de plus faire de prospection froide. Mais pour autant, on commence vraiment à avoir une transformation significative dans la manière dont on prospecte. Et la contribution du marketing depuis l'année dernière, elle est dorénavant significative. Une autre chose qui a été intéressante, c'est qu'on avait des KPI qui étaient, tous les indicateurs qu'on mesurait étaient plutôt basiques. On regardait le volume de visites sur notre site web qui était plutôt flatteur par rapport au trafic qu'on générait. Mais en se penchant dans ces questions-là et en se posant les questions de nos cibles, on s'est aussi aperçu qu'il y avait des indicateurs qui cachaient des réalités qui étaient beaucoup moins flatteuses que ce qu'on imaginait, avec des audiences qui n'étaient pas du tout qualifiées. Et en fait, on divertissait une population qui avait zéro chance de devenir client d'Inventa. Donc voilà, il y a aussi en termes de performance tout ce côté-là qui a été bénéfique et qui est un petit peu un effet de bord, mais qui au final fait un vrai impact dans l'entreprise. C'est la différence des fois entre la théorie et la pratique du nombre de visiteurs qu'on a et de qu'est-ce que ça représente réellement d'un point de vue business derrière. Et c'est pas voilà, il y a le côté théorique des grandes pratiques marketing et la manière dont ça se matérialise concrètement. Et toi, Pauline? Moi, je pense que chez TVH, la chance qu'on a, c'est qu'on a un comité de direction qui croit plus ou moins en marketing et qui ne limitait pas les moyens. Par contre, il fallait faire ses preuves. Donc rapidement, comme je disais, on a monté une équipe de télésales de 3 personnes qui sont du coup rattachées au marketing. Donc c'est aussi pour montrer cet alignement sales marketing qui est aussi important. Et rapidement, en fait, grâce à cette organisation, on a en effet pu générer des leads. Mais pour vous donner des exemples, la première année avant de mettre toute cette campagne en place avec Magnetic Way, on était sur à peu près 200 leads identifiés par les télésales sur un pipe de signature à 3 ans, avec la première année 100 leads en déchets en fait. Là aujourd'hui, on est sur un pipe où on a 150 leads identifiés. Quand je vous dis du lead, pour notre équipe, j'envoie pas un MQL
au sales. J'envoie un SQL. Mais un SQL enfin, le sales, il a juste à appeler. Limite, on a déjà pris le rendez-vous. Et il sait que derrière, il y a un projet dans les 3 ans et que, alors si on le signe pas, ce sera de sa faute, tant pis. Mais en tout cas, il est très bien qualifié. Et pourquoi ? Parce qu'on a vraiment poussé l'inbound au-delà du contenu qu'on a créé. Nos télésales, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est eux qui nous remontent potentiellement des sujets, ou aussi quand on assiste aux réunions avec les commerciaux pour pouvoir pousser lui sur le sujet qu'on voudrait créer, tout en faisant le tri évidemment pour rejoindre Romain. Mais le télésales n'envoie plus de PowerPoint, n'envoie plus de brochures PDF aux prospects pour faire un follow-up. Ça, c'est fini, on n'a plus de tracking, donc non. Par contre, ils sont au courant de tous les contenus que nous, on crée au marketing, et c'est hors de question qu'ils ne renvoient pas un mail de follow-up sans un contenu de notre site web, contenu donc du coup qui correspond à la réflexion que le prospect a à date. Si c'est une réflexion sur sa migration, ils vont lui envoyer le contenu migration. Si c'est une réflexion sur le cloud, le contenu du cloud. Parce que ça, du coup, derrière, on traque avec tous nos outils et ça nous permet aussi d'augmenter potentiellement le nombre de conversions de ces prospects qui sont déjà une réflexion. Et aujourd'hui, alors quand je suis arrivée, je pourrais plus vous dire, mais si on était à 5 ou 10 conversions par mois, c'était bien. Aujourd'hui, on en est à 70 conversions. Et une conversion, quand je vous dis d'une personne, derrière, il va en fait télécharger aussi 3 ou 4 autres contenus qu'on a sur notre site web. Et comme on le sait, les DSI, les DAF, n'importe quelle cible aujourd'hui, c'est 6 mois de recherche en amont sur les sites web, sur Google, avant d'aller se renseigner auprès d'un éditeur, d'un intégrateur, en tout cas de la solution qui lui plaît. Donc voilà, la synergie marketing commercial, il faut absolument l'avoir et vraiment utiliser tout ce que vous pouvez comme contenu et stratégie d'attaque pour mettre en valeur du coup voilà, le potentiel de votre solution. C'est pas grave, on n'a pas besoin de la slide. Et justement, Pauline, là, tu parles de la place du marketing dans l'entreprise et en particulier au niveau de la vision entre le côté marketing et le côté business. Comment est-ce que toi, tu fais pour embarquer en quelque sorte les services sales dans le plan marketing pour réaliser un peu cet alignement qui est vraiment, vraiment important? Alors du coup, les sales, au-delà de la présentation du plan marketing qu'on fait avec eux, sur lequel ils nous challenge, donc du coup on réintègre des choses, etc. On fait mensuellement une newsletter avec l'équipe où on les informe en fait des derniers contenus qu'on a publiés, que ce soit des contenus blogs, des livres blancs, des vidéos, tous les contenus qu'on peut avoir, les événements sur lesquels on va être présent, etc. Et c'est pareil, eux, vu qu'on leur envoie un SQL et que ce SQL, dans le CRM, on a bien précisé tous les contenus qu'on avait déjà envoyés jusqu'alors et ou ceux qu'ils avaient téléchargés, le sales doit du coup, dans la liste de tous ces contenus qui sont à disposition, pouvoir être à même d'envoyer encore les contenus que ce prospect n'a pas eu et des questions qu'il aurait encore. Et puis après, dans les réunions commerciales, on brainstorm avec les sales. On peut avoir des sales qui sont sur plusieurs prospects et qui vont nous dire, là, il y a vraiment un sujet, je sais pas, sur le retail, il faut absolument que vous nous créez un contenu sur le retail. Si ça fait du sens parce que c'est un vrai angle d'attaque pour la société et qu'on sait qu'on va avoir d'autres prospects aussi au niveau télésales et qu'ils auront besoin de ce contenu, alors forcément, on va réfléchir à la problématique et voir comment on peut y répondre. Merci Pauline. Et toi Alexis, toujours dans la vision un peu marketing par rapport au business, comment ça se passe chez Inmenta? C'est conflictuel, ça se passe bien? Bon, alors nous, ça se passe plutôt bien. On a la chance d'avoir un alignement presque parfait entre le marketing et le sales, alors qu'il y a une situation qui est pas du tout, j'en prends pas du tout le crédit, c'est juste que les choses se sont trouvées comme ça. C'est des gens qui sont arrivés à peu près au même moment dans l'entreprise. À la base, on partageait le même bureau. Maintenant, on est sur 2 bureaux voisins, mais avec une isolation phonique un peu limitée. Donc, on partage toujours beaucoup au quotidien. Mais au-delà de l'anecdote, en fait, c'est comment dire, on a vraiment cet état d'esprit où on se considère comme une même équipe, en fait, et on a des objectifs qui sont pas du tout antagonistes. C'est-à-dire que chez Inmenta, un sales, s'il signe une affaire qui est issue d'un lead marketing, sa commission est la même que s'il signe une affaire qui est issue d'un lead qu'il aurait déniché lui-même. Et donc en fait, il n'y a pas de compétition finalement entre nous et pas de mauvaise foi surtout. Et c'est vrai que c'est un vrai confort dans notre collaboration au quotidien parce que autant nous on leur apporte du coup, en plus c'est des gens qui sont assez convaincus par la pertinence de la stratégie inbound. Donc on leur apporte du contenu qui les satisfait et eux nous apportent un retour terrain qui est hyper précieux pour nous
Parce que dès qu'on se lance dans la rédaction d'un contenu, on embarque systématiquement une personne de leur équipe pour avoir justement ce feedback. Et on est même, on s'essaye à régulièrement nous assister à des présentations commerciales, à aller chez des prospects par exemple, pour justement avoir ce contact avec le terrain qui des fois peut être manquant dans certains. Manquer est très important pour la qualité du contenu, de l'avis qu'on peut avoir sur les cibles et des messages qu'on peut véhiculer. Ouais, tout à fait. Et donc toi, toujours Romain, là-dessus, je crois que c'est pareil, c'est une vision que tu partages sur cette idée de mutualiser. Alors là, on touche au sujet le plus sympa dans la masterclass. On pourrait faire une masterclass dédiée à ça d'ailleurs. La relation sales-marketing, elle est nécessaire. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Toutefois, il y a, alors je vais en essayant de ne pas rentrer dans la caricature, mais c'est souvent compliqué. Toutefois. Entre les deux, parce que ça se parle pas forcément beaucoup. En tout cas, le niveau d'implication de l'un vis-à-vis de l'autre est pas forcément idéal. Moi, je vois souvent par les discussions que je peux avoir. Alors chez Blueway, c'est moins le cas parce que je pilote les deux, mais et encore, c'est pas miraculeux. Mais ce que j'ai pu voir ailleurs, le grand classique, ce sont les sales qui vous diront que le marketing ne sert à rien, ça produit du contenu, mais qui a pas de qui percute pas et en plus qu'on oblige à diffuser, alors que ça leur sert à rien. Et le marketing vous dira que justement ils s'embêtent à faire des contenus, des trucs un peu impactants, et derrière ils n'ont aucun feedback des sales. Voilà, est-ce que ça a marché, est-ce que machin, on s'embête et les sales prennent pas la peine de répondre. Avec le juge de paix qui relie les deux fonctions qu'est le CRM. CRM que les commerciaux adorent évidemment. Donc comment on onboard les sales dans un plan marketing pour répondre à la question, le vaste sujet. Je pense qu'il faut d'abord un alignement des feuilles de route de chacun. Un commercial agit en fonction de la manière dont il est payé. Donc il faut qu'il ait des KPI, le market là-dessus. Et puis il y a un pas à faire chez chacun. Encore une fois, les deux sont pas exempts de reproches, les deux fonctions. Le marketing doit absolument et régulièrement sortir de son bureau. Il doit pas être vissé à son bureau. Il doit aller voir du client. Il doit aller voir du prospect, pas seulement dans une phase très en amont du closing ou après-vente pour recueillir un peu d'infos et faire une enquête d'opinion, qui participe pourquoi pas au closing, c'est pas interdit. Il y aura peut-être des bonnes idées, un angle de vue intéressant. Qu'il y aille dans ces cas-là avec le sales, évidemment, ça créera le binôme. Que le sales soit impliqué de son côté dans la création des contenus, qu'il ait un mot à dire, qu'il participe même à la rédaction de cela, si besoin, dans des cas particuliers, ça l'impliquera, d'autant plus. Qu'il soit responsable, pourquoi pas, d'une partie, d'un type de contenu ou de certains contenus, après tout. Enfin, il y a on pourrait brainstormer pendant une heure, il y a plein de dispositifs concrets à imaginer. Mais c'est là le nerf de la guerre, clairement. Pour le coup, vous pouvez avoir une super stratégie inbound si elle est mal exécutée par les sales parce que pas appropriée et qu'il n'y a pas une bonne relation entre sales et marketing, très vite, ça va commencer à coincer, quoi. Je pense qu'on est tous convaincus de ça autour de cette table, sur le rapport et l'alignement nécessaire entre la partie sales et marketing. Et je pense qu'on travaille tous au quotidien, ce que tu dis Alexis, Pauline aussi, vraiment côté marketing, nous avec l'équipe sales, pour rédiger les contenus, pour le faire, mais aussi côté Blueway aussi dans le sens inverse, où c'est vraiment quelque chose qui se met en place et qui est vraiment une clé de la réussite. Et ça... Ouais. Oui, c'est encore une fois, c'est hyper important parce que on est en 2020. Après, il y a des éléments fondamentaux. Évidemment qu'un commercial adorera recevoir un lead tout chaud, un SQL, ça arrive quelques fois par an. Et à ce moment-là, dans cette journée-là, il se dira bon, c'est vrai que le marketing a un peu de valeur, c'est génial. Effectivement, ils m'ont trouvé un truc où j'ai eu la conversation avec le mec. Il semble y avoir un vrai projet, mais c'est malheureusement pas assez représentatif parce qu'en général, ils subissent le truc. Ils voient apparaître dans leur CRM ou par mail, tiens, t'as 10 MQL à rappeler, c'est toi qui es en charge de tel secteur ou tel 10, 20, 30, 50, j'en sais rien. Il va en passer 2, pour le peu que les 2 premiers, les mecs soient pas joignables ou que c'était pas des discussions de qualité, il va se dire ok, encore un truc foireux du marketing. Il fera pas de feedback ou il mettra du non joignable partout, et puis voilà, l'action sera évacuée, quoi. Et donc mais c'est simplement parce qu'il n'aura pas été embarqué dès le départ, en fait. Oui, c'est le fait d'être embarqué dès le départ dans le plan marketing et le construire ensemble. Voilà, et que ce soit pas le marketing qui dit le plan marketing qu'on a défini, on l'applique et c'est tout. Oui, mais que ce soit quelque chose qui soit construit ensemble. Pour le coup, pas de commerce sans marketing. Il faut reconnaître que évidemment, c'est une porte ouverte, j'imagine, mais le marketing est ultra important et c'est un vecteur clé de business. Nous, on met ça me coûte beaucoup d'argent, le marketing, par an, parce que évidemment, c'est le cœur de la lead gen.
Donc c'est indispensable, c'est nécessaire, et il n'y a pas de vertu enfin, la vertu a été prouvée, c'est simplement qu'il faut lier les deux. Merci Romain. Une dernière question là plutôt pour toi Alexis, parce que donc tu étais responsable marketing France encore il y a quelques mois, et là tu as pris le pilotage, la direction marketing pour l'ensemble du groupe Inventa, qui est un groupe américain. Et donc c'est quand même une situation assez étrange. D'habitude on a plutôt tendance en France, lorsqu'on est dans un groupe international, à subir un petit peu les directives et les plans d'action définis aux US, et là c'est l'inverse. Est-ce que tu peux me donner un petit peu là sur ces premiers mois, un peu comment ça s'est passé, et puis peut-être ton avis aussi sur les différences de stratégie entre les deux? Ouais, donc c'est clairement une situation atypique, comme tu le soulignes Damien, et ce qui s'est passé chez Inventa, c'est que bon, la France, on a toujours ce côté-là où on est assez indépendant, et quand on a monté notre stratégie marketing à partir de 2016, en fait, on n'était pas exactement aligné pour le coup avec ce qui se passait aux États-Unis, qui était en plus, voilà, il y avait une stratégie marketing qui n'avait pas énormément de succès. Et donc on a commencé à mener notre petite action avec à la base peu de ressources, on était un petit peu dans l'ombre, on a commencé à penser contenu, à essayer de mettre en place des choses qui soient calculées sur la durée, on va dire. Alors qu'à côté de ça, il y avait un service marketing aux US qui faisait du marketing à l'américaine. En plus, on est plongé en plein dans la Silicon Valley, donc c'est des énormes budgets mobilisés de manière assez ponctuelle pour des stratégies un peu éclairs qui sont destinées en fait à faire leurs preuves, mais sur un temps qui est beaucoup trop court par rapport à la réalité de ce que c'est sur un sujet marketing. Et il se trouve que après 1 ou 2 échecs, finalement, la direction générale du groupe a dit on va arrêter parce que là, on vient de brûler plusieurs millions sur des actions qui finalement, sur quelques années, qui n'ont pas apporté leurs fruits. Donc finalement, le marketing, ça sert à rien. Heureusement, moi, du coup, étant pas trop impliqué là-dedans, j'ai continué à faire avancer un peu mon petit chantier marketing. Et puis il se trouve que cet été, en discutant avec le CEO de la boîte, il a découvert un petit peu notre stratégie. J'ai dû lui expliquer ce que c'était l'inbound. Alors ça m'a un peu surpris, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et puis il a vu finalement une vraie cohérence là-dedans. Il s'est dit que on pourrait éventuellement essayer de faire un test. Et donc du coup, il a demandé d'essayer de déployer cette stratégie au niveau du groupe. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ok, on a commencé petit. Finalement, on a aujourd'hui un impact qui est pas non plus énorme dans l'entreprise, mais en tout cas, il est croissant. Et finalement, cette stratégie qui joue un peu sur la longueur avec une vision à moyen long terme, elle finit toujours par rester là où d'autres sont passés beaucoup plus vite, quoi. Elle reste mieux qu'une stratégie qui dure sur 3 mois et qui sert à cramer tout le budget parce que la personne vient d'être recrutée. Merci Alexis. Puis merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Parce que c'est toujours intéressant de participer vraiment à des retours un peu concrets et des visions qui sont vraiment en terrain. Donc merci vraiment à tous les trois. Merci. Merci.